Bonjour Bernard. Bonjour Charlie. Alors, je voulais te poser quelques questions sur ton parcours, Mhm. donc des sports de combat aux arts martiaux, puis ce que tu fais un peu plus récemment au niveau du systéma. Comment tu es venu des sports de combat aux arts martiaux puis au systéma. Alors j'essaie d'être le plus précis possible. C'est pour ça que j'ai emmené ma biographie sportive que j'ai fait dans la mesure du possible tenir sur 2 pages. Alors évidemment, il y a peut-être des détails qui vont pas être trop Mhm. intéressants, donc je vais aller très vite, hein. Donc 72-80, j'ai pratiqué le karaté, donc Shotokan et Wado-ryu. J'ai été champion de ligue combat et kata pendant toute cette période. Donc une dizaine d'années. 73-85, j'ai pratiqué le Yosekan Budo sous la direction d'Hiromu Shizuki, donc en parallèle, je faisais les deux. Ensuite, je suis allé à l'armée, donc au 6e régiment parachutiste des troupes de marine, à Mont-de-Marsan. J'ai pratiqué la boxe à mon retour anglaise, la boxe anglaise en 1979. De 82 à 85, j'ai pratiqué la boxe américaine. Donc j'étais à Paris pendant un mois avec Dominique Valera. J'ai fait 3 championnats de ligue, donc j'ai remporté durant 3 années les championnats de ligue de Poitou-Charentes en boxe américaine. En 86, j'ai fait un stage avec Koshi Toei. De 90 à 2008, ah oui, là c'était parce que j'ai dû le faire jusqu'en 2008 en fin de compte. Séjour formation estivale au Japon, hein, auprès de Maître Hatsumi, donc je peux dire de 90 à 2019. Hein. De 92 à 99, j'ai enseigné le Bujinkan Nippo Taijutsu au centre franco-japonais à Bordeaux. Après, de 91 à 98, j'ai écrit des articles sur les magazines d'arts martiaux, hein, dans divers magazines européens, d'Europe, hein, il n'y avait pas qu'en France. Ensuite, en 92, j'ai créé une discipline que j'ai nommée Ninja Kid, hein, d'après les parcours que faisait faire Noguchi Sensei. En 96, j'ai reçu la médaille d'or du Bujinkan, donc c'est la Golden Dragon Award. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait le Maître Hatsumi. En 97, j'ai étudié le sambo. En 98, je passais mon brevet d'état à Nice. De 98 à 2005, j'étais président du comité régional de Poitou-Charentes de la Fédération française amateur de sambo. Voilà. De 99, j'ai commencé la capoeira sous la direction d'Hiram Studio. Ensuite, donc, j'étais dans un centre brésilien pour les professeurs franco-brésiliens à La Rochelle. J'ai fait venir d'autres professeurs d'ailleurs après. 99, on a été champion de France de sambo, Fédération française des amateurs de sambo, hein, donc médaille d'argent. 2000, on était 2 victoires, une médaille d'or et 2 d'argent. Donc, toujours en sambo, hein, je crois que c'était à Vasier, je crois, il me semble. En 2002, j'ai reçu le trophée de la ville de Saintes. Hein. En 2004, j'ai créé l'Académie du spectacle de combat antique, donc où on expérimentait toutes les sciences de la combatique des peuples anciens, hein, gladiature, combat celte, phalange grecque, etc. En 2006, j'ai créé les cours de gymnagogie, en revenant de ma formation en psychothérapie sur Paris. 2010, j'ai créé un centre d'études et de formation des traditions martiales et combatiques à Saintes, hein, avec 2 musées, 2 bibliothèques, un atelier, une forge. 2011, j'ai créé les contenus nationaux des diplômes nationaux de cascade combat antique et médiéval, hein, pour la Commission nationale lutte sambo au sein de la FFST. Donc 2012-2013, diplôme universitaire d'évaluateur préparateur physique à la faculté des sciences du sport de l'université de Poitiers. 2012, médaille d'honneur du ministère jeunesse et sport. C'est la médaille d'honneur, c'est la première médaille, je crois que c'est la médaille de bronze. 2013, diplôme fédéral de formateur en cascade, combat antique et médiéval. J'ai fait plusieurs projets sur le plan régional pour sport et santé. 2014, Coupe de France de sambo FFST, 3 médailles, pardon. Médaille d'or, d'argent et de bronze. 2014, formation en nutrition et micronutrition du sport à l'université de Poitiers. 2014, BPGEPS, lutte et discipline associée. 2014, création du groupe de gladiateurs Gladius Autonome à Saintes. 2014-2015, formation d'instructeur Ketelbel, Association française de Girovois Sport.
2015, animation des sessions de capoeira durant les mois d'avril, enfin dans des différents établissements spécialisés. 2015, animation en tant qu'instructeur de lutte traditionnelle à Iga Ueno, à l'entête du département des recherches sur le ninjutsu de l'université de Mie. Donc j'ai fait une conférence et un stage là-bas au Japon, à Iga Ueno. Donc 2015, interview dans le célèbre magazine sportif japonais Iden Budo Ibujutsu, donc le magazine d'arts martiaux au Japon. Diplôme d'honneur en 2015 Shingitai Bufuikan de l'organisation internationale Bujinkan. 2015, organisation d'un stage national d'arts martiaux au Krebs de Vichy. 2015, toujours récipiendaire des trophées des sports de la ville de Saintes, des entraîneurs bénévoles. 2016, j'obtiens la licence TAPS d'entraînement sportif à l'université de Bordeaux. 2017, j'obtiens mon premier certificat d'instructeur in training en Systema à Moscou. 2017, j'obtiens le titre de Daishihan, grand maître des mains de Maître Hatsumi, un fondateur du Bujinkan. 2018, le certificat d'instructeur en Systema validé à Moscou. Ensuite, 2018, j'obtiens le certificat d'instructeur en kettlebell niveau 2 de la Fédération internationale IKMF. Et 2019, encore, deuxième certificat de Systema. Alors la question c'était pourquoi je me suis mis au Systema après ça, donc j'ai oublié que j'avais fait les championnats de France de taekwondo, je n'ai même pas marqué, donc il y a plein de trucs que j'oublie. J'ai participé en 2001, en 1980 au championnat de France de taekwondo, où j'étais en demi-finale. Pourquoi je me suis mis au Systema? En 2003-2004, il me semble, j'ai vu les premières vidéos de Systema où quand j'ai vu les gens aller au sol, les Russes, avec des sacs à dos, des casques, des kalachnikovs, et des triers, des rangers et des barbales, quand j'ai vu ces gens-là faire des roulades sur le béton, de sauter, de grimper et de bouger vraiment comme des lézards très souplement, malgré l'arnachement, on dit harnachement? Non. De leur matériel lourd, j'ai dit, voilà, malgré tout ça, ils restent souples. C'est pas comme en Kukishin-ryu où les gens sont assez raides, le style raide, avec une dizaine de kilos d'armure. Là, les gars, ils avaient plus que 10 kilos de matériel et j'étais super souple. Et quand je les voyais faire les roulades sur le béton, qui tombaient des bancs, qui roulaient par terre, bon, à partir de là, je me suis dit, peut-être que c'est eux qui ont raison, quoi. Peut-être que c'est eux le vrai, qui pratique le véritable art martial. De notre côté, pour moi, c'était beaucoup plus près de ma culture que le Brésil ou le Japon. Le Brésil pour la capoeira et le Japon pour les arts martiaux japonais que j'ai pratiqués. Et les sports de combat japonais que j'ai pratiqués, karaté par exemple. Et voilà, donc j'avais une approche de la culture russe par rapport au sambo, déjà au départ. J'ai étudié les histoires de Tchenkov et compagnie. Et puis, voilà, donc j'ai voulu rencontrer le fondateur, donc Mikhail Ryabko. Je suis allé à Paris le rencontrer. Entre-temps, j'avais fait un stage avec Komarov. J'avais fait 2 ans à Angoulême dans les cours de Systema, donc à 1 heure de chez moi. Et donc j'avais été vraiment séduit par la façon d'enseigner, quoi. J'avais fait des stages aussi plusieurs fois. J'ai dû faire 3-4 stages de Systema en France, dont un Kadoshnikov même. Tout ça m'a beaucoup plu et je pense que c'est beaucoup plus proche de notre culture et j'ai jamais rencontré du fail, des trucs qui ne marchaient pas en Systema. Alors que par exemple, quand vous faites une clé contre quelqu'un qui refuse de se battre, ça ne marche pas. Vous voyez, donc déjà les clés ne marchent que sur des personnes rigides. Et je pense que les gens qui ont l'habitude, les policiers, qui font des interventions, qui cherchent à menotter, le mec il est bourré, il est tout mou, on ne peut pas lui faire de clé. Parce qu'il se tord dans tous les sens, donc il faut une sacrée poigne pour choper un mec comme ça, surtout s'il a un kawaii qui glisse. Voilà. Et en fait, j'ai vu que le Systema était beaucoup plus proche de notre culture et qui reposait sur des principes tout à fait logiques, quoi. Voilà. Donc j'ai vraiment adopté ça, j'ai essayé, j'ai adopté, mais je suis allé voir. Donc j'ai jamais eu critiqué le Systema. Je suis allé voir, ça m'a parlé, je suis allé voir. Après, quand je vois d'autres styles où ils se tapent dessus, ils donnent des coups de poing, des coups de pied, j'ai fait ça pendant près de 50 ans, bof. Vous voyez, donc ça, n'importe qui peut le faire, n'importe qui
d'excité peut se défouler, mais pour arriver à se contrôler, c'est autre chose. Le système ne marche que si vous vous contrôlez. Si vous contrôlez vos émotions, si vous contrôlez votre souffle, votre structure, si vous êtes concentré, les techniques de système marchent. Si vous faites n'importe quoi, des coups de poing, des coups de pied, tapez dans tous les sens en espérant que plus vous frappez, ça va marcher, après dans votre vie, vous êtes comme ça. Vous êtes constamment comme ça. Il y a une voiture qui vous fonce dessus, vous faites gueule and barrel. Si jamais vous sautez, vous mettez en boule, vous tendez. C'est là qu'on se brise, quoi. Je veux dire, les hôpitaux sont pleins de gens qui ont essayé de faire des Jordan Alehouké contre des coups de manivelle ou des coups de marteau parce que quelqu'un a piqué la place de parking à un autre. Moi, je discutais avec un radiologue, voilà, quoi. Il me disait, les lendemains des sports-vacances, les animations sport-vacances, il y a plein de gamins dans les écoles qui se cassent les poignets en voulant faire des chutes de judo, parce qu'on leur a dit qu'il faut claquer, sauf qu'il n'y a pas de tatami, c'est sur du béton. Donc ils se pètent. Et aussi les gens qui font des Jordan Alehouké sur des coups de manivelle, sur des crics, hein, manivelles de cric qu'ils ont dans les coffres, parce que tout le monde a dans son coffre, et qui sont des queues de poisson, des machins comme ça, enfin j'en ai déjà parlé, hein, les gens ne sont pas contents quand je le dis, mais je ne peux pas nier mon expérience, je ne peux pas nier ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Voilà. Donc pour moi, le système, c'est vraiment... Voilà. J'aimais bien l'aïkido, mais beaucoup d'aïkidokas se mettent à faire du système parce qu'ils trouvent que c'est, y compris au Japon, hein, parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus réaliste dans le sens qu'on peut le pratiquer toute sa vie et que ça ne rend pas parano et que ça... Au contraire, ça nous libère, en sachant que c'est pas en ajoutant de la rigidité par-dessus un corps que vous allez gagner, c'est en enlevant de la rigidité que vous allez pouvoir vaincre. Hein. Et puis de toute façon, le système il n'est pas fait pour vaincre. Le système il est fait pour mieux vivre, il est fait pour être bien décontracté. Regardez les vidéos que je faisais avant de faire du système, regardez les vidéos maintenant, vous allez voir qu'il y a une différence. Et peut-être que ce que je faisais quand je faisais de la casse, de la coupe, des sauts périlleux et tout ça, peut-être que ça plaît. À certains, bah, tant bien, c'est bien, je suis content de plaire, mais voilà, il faut évoluer. Hein, donc, vous pouvez rester sur mes vidéos des années 2000, des années avant que je pratique le système. Mais bon, maintenant on est en 2019, il faut vivre avec ça, quoi. Et là, pour moi, je suis vraiment dans mon élément avec le système. Avec le Bujinkan aussi, puisqu'il a suivi une évolution parallèle. Le système d'il y a 5 ans n'a rien à voir avec le système de maintenant. Le Bujinkan d'il y a 5 ans, l'enseignement au Japon n'a rien à voir avec maintenant. Et je pourrais même aller plus loin, mais bon, aller au Japon, mériter les enseignements, et puis vous verrez. Donc, ouais, bah, tu verras, Charlie, là, sur toutes les vidéos que j'ai, là, tu verras que l'évolution du Bujinkan qui n'a strictement rien avec ce qu'on voyait dans les vidéos des années 80. Donc quel est le parallèle, quels sont les rapports, je ne sais pas, je peux pas... Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est une seule et même chose. C'est ce que disait Kano, c'est l'art de la non-résistance, qui a été enseigné au départ comme une philosophie. C'est pour ça qu'on parle du Shingintai. Hein. Shingintai, c'est d'abord Shin, d'accord? C'est d'abord Shin. C'est d'abord dans l'esprit de non-résistance. Ensuite, la technique de non-résistance, et ensuite mon corps, effectivement. Mais mon corps fait de la non-résistance parce que mon esprit fait de la non-résistance. Pas besoin d'aller à l'INSEP soulever des 220 kg en quart de squat ou en demi-squat pour faire des Ippon Seoinage. C'est regarder les anciennes vidéos de Mifune, vous verrez bien que le gars, il fait 45 kg contre un Américain d'1m80, 100 kg. Eh ben, il se place sous le centre de gravité, il utilise la force de l'autre. Le tout, c'est le timing. À quel moment vous devez projeter? Vous projetez quand la personne vous pousse ou vous tire. Vous n'avez pas à tirer le mec. Là, on est dans le judo sportif, c'est-à-dire on n'est pas dans le judo. Le judo veut dire la voie de la non-résistance. Et non pas simplement la voie de la souplesse où je peux faire un grand écart. Ça n'a strictement rien. Et toi? C'était pas prévu ça. C'était pas prévu, si. J'avais une question sur le système à drop que tu développes depuis quelques années, il me semble. Où justement tu prends le meilleur de ce que tu trouves au Japon, ce que tu trouves en Russie depuis quelques années. Ce que tu as appris des arts brésiliens aussi, et peut-être même disons des arts européens, parce que tu fais aussi oui, combat antique. Y compris du sambo. Bah, déjà pour l'explication du coup de bouclier, coup de poing qu'on trouve en karaté, oui, c'est bouclier glaive, oui. Maintenant, je crois qu'il faudrait être vraiment bouché et aveugle pour pas le comprendre. Et puis,
Voilà, donc le système à drop, oui, regarde, ce matin, on a fait des déplacements. Il y avait des déplacements de capoeira au sol, des déplacements de système à Kadoshnikov, des déplacements qu'on fait en judo quand on roule sur le côté, on lutte, quand on va au sol et qu'on roule. Donc tout ça, c'est des éducatifs de base qu'on fait à la capoeira, à la lutte gréco-romaine et au sambo. Enfin voilà, donc on a retrouvé ça par exemple dans les déplacements, c'est-à-dire dans la base de la base. Après, c'est vrai qu'on parle, le système n'a pas besoin de technique. Après, c'est toujours intéressant si vous pouvez maîtriser quelqu'un. Donc, si vous pouvez fuir, évidemment, il faut fuir. Maintenant, si votre métier c'est de maîtriser ou de menotter, il vaut mieux apprendre à le maîtriser et à le menotter. Et sans lui casser un bras, sans lui arracher une oreille. Hein. Donc, sans lui briser la tête ou lui décrocher la mâchoire, c'est toujours mieux. Voilà, après, on est dans un siècle, enfin du moins pas un siècle, une époque où tout le monde a son téléphone pour filmer, où il y a des caméras de surveillance partout. Donc évidemment, si vous voulez jouer Zorro dans la rue, faire les cakes, vous allez vous prendre un coup de couteau. Hein. Voilà, donc... Et puis ce sera filmé. Et si vous tapez quelqu'un, ce sera filmé. Si vous désarmez quelqu'un, vous lui cassez le bras et vous lui plantez son couteau dans la tête, ce sera filmé. Ce sera filmé partout, tout est surveillé. C'est ce qu'on trouve dans les manuels destinés aux soldats qui allaient à la guerre, mais voilà, on n'est pas en temps de guerre, du moins officiellement, donc retourner le couteau de l'autre et lui planter dans la gorge. Ça c'est fait pour les gens qui ont fait leur service militaire, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les manuels de guerre, ça sert à rappeler ce que les gens ont fait durant leur formation nationale, leur formation militaire. Quand vous faites votre service national, on vous apprend à manier une arme. Et on vous apprend à obéir, on vous apprend à rester en colonne, on vous apprend tout ce que vous avez besoin pour faire des interventions sur le territoire ennemi, tout ça. Après qu'on vous apprenne le close combat, c'est une petite partie, toute petite partie. Il faut apprendre la radio, il faut apprendre à servir de jumelles. Maintenant c'est électronique, c'est encore pire. Et le close combat, c'est vraiment minimum, quoi. Oui, c'est pour les professionnels, c'est pour les gens qui savent se contrôler. C'est pour les gens qui savent, tu prends n'importe quel civil, tu lui prends du close combat, ça n'a aucun sens. Il y a des civils qui enseignent le close combat, des anciens légionnaires et tout ça. Mais honnêtement, moi je sais qu'en 81, quand j'ai commencé à faire mon tout premier club, qui s'appelait Combat Autodéfense, on m'a dit attention, l'autodéfense c'est interdit. Après on m'a dit attention, l'autodéfense c'est réservé au jujitsu. Et après on m'a dit attention, l'autodéfense et du close combat c'est interdit dans la vie civile. Donc voilà, après ce qui est interdit c'est ce que vous croyez qui est interdit aussi. Hein. Si on veut vous empêcher, hein. On dit celui qui veut se débarrasser de son chien, il dit qu'il a la rage et il le noie. Quoi. Donc c'est facile de faire passer les gens pour des gourous, pour des tarés, pour des mythomanes, parce que le gars fait de la concurrence à votre club. Quoi. Je veux dire... Je pense que tout le monde a pu connaître ça, hein. Sauf entre clubs francs-maçons, ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc il y a une fédération que je ne citerai pas où ils ne se tirent pas dans les pattes, parce qu'ils sont dans la même loge. Voilà. Voilà, sinon, oui, mais toi de ton côté, c'est ce que je voulais dire, c'est de ton côté, toi, comment tu as perçu le système, comment tu es venu au système? Alors comment je suis venu au système, les premières vidéos que j'avais vues, c'était à peu près 2 ans après être venu te voir en 2007. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout simplement parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, je voyais pas l'intérêt. Pour moi, c'était trop mou, un peu comme Henri Play disait de toi quand il t'avait vu à la plage lors d'un stage. Et il dit, mais Bordas, c'est ce qu'il fait, c'est trop in. Il m'a fallu 5 jours pour comprendre qu'en fait, c'était un fluide naturel. Et... Ce qu'avait dit Hatsumi, il avait dit oui. Vous n'avez pas de forme, vous avez toutes les formes, mais vous en changez constamment. Mais voilà. Donc c'est comme Henri Play disait, et c'est comme ça qu'il faut avoir. C'est-à-dire une fois qu'on connaît les formes, il faut ne plus avoir de forme. Comme ça tu peux avoir toutes les formes. C'est vraiment important, quoi. Excuse-moi, je te coupe, mais Hatsumi Sensei, quand je lui demandais quel était l'animal le plus fort, le plus résistant, qui survivra tout le temps, il me dit c'est le virus, il change de forme tout le temps. Donc celui qui s'accroche à la forme, il est niqué, quoi. Je veux dire, voilà, on le reconnaît, on sait où il est, hein, c'est le principe de la grippe. Hein. Tu vaccines contre une grippe, hop, la grippe elle a muté, c'est plus la bonne. Le vaccin sert à rien, donc ça sert strictement à rien de se vacciner. Voilà. Donc tu me disais tu avais vu les vidéos. Ça m'avait pas intéressé au début parce que en plus j'étais tombé comme par hasard sur les vidéos de Sans Contact, donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc
c'est un attrape-nigo. Il n'y a aucun intérêt, c'était trop mou pour moi. Puis je me dis, c'est tout, j'ai passé dessus. Beaucoup trouvent ça trop Ouais, yin, ouais. trop féminin. Mais c'est vraiment, il y a environ 5 ans que j'ai commencé à m'y intéresser d'un peu plus près en me disant, il y a quand même quelque chose dans cette histoire de détente, de relaxation. Certainement parce que il y a des choses que je comprenais peut-être pas avant, du moins je ne comprenais pas il y a 5 ans, mais je commençais à me dire, il faut que je regarde là-dedans, il y a quelque chose à prendre. C'est ce que je dis, ce Ouais. que j'ai dit cet après-midi, tout est devant vos yeux, tout est là. Mm. Toute la mystification, elle est là, vous la C'est voyez là, tous les jours. mais- Toute la vérité, elle est là, vous la voyez tous les jours. Maintenant, il faut arriver à comprendre où est la mystification, où est la vérité. Comme on dit toujours, pour connaître le vrai, il faut connaître le faux. Donc il faut faire des coups de poing dans le vide pour comprendre que ça sert à rien, à part vous niquer les coudes. Donc il y a plein de choses comme ça qui... est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est des shows? Est-ce que c'est du Bercy show, comme on dit Est-ce que c'est un art martial, quoi? Je veux dire, il y a un moment où on se demande si c'est du cinéma, du théâtre, l'art martial. Chacun fait son petit Bruce Lee sur YouTube. À l'époque de Bruce Lee, je veux dire que YouTube, ça aurait été énorme, quoi. Je veux Mais dire, t'as eu tout le plein- monde, plein tout le de monde se films, coiffait Bruce Lee, il faisait du nunchaku dans les cités, tout le monde achetait le survêtement jaune avec les rayures de Bruce Lee, et puis vas-y que je te fais des rigolos. Mais partout, tous les 200 mètres, t'avais un gosse qui faisait du nunchaku et qui criait en faisant des coups de pied, dans toutes les cours d'école, partout. T'as eu plein de Donc, films avec des sosies quand il est mort. Bien sûr, ouais, mais je te dis pas après, s'il y avait eu YouTube à l'époque, Ça aurait été fou. les mecs et les gamins, ils auraient saturé YouTube de vidéos de Bruce Lee. Alors que, comme je dis, en disant Bruce Lee karaté, alors qu'il n'a jamais pratiqué le J'ai karaté. détesté le karaté. Et comme tout bon chinois, il détestait les Japonais qui avaient envahi Hong Kong, qui avaient humilié sa famille, etc., etc., quoi. Donc oui, effectivement, voilà, on voit les choses, là, c'est devant nous. Ouais. Mais il faut un certain temps des fois. Il faut être mûr, je pense que c'est un cadeau. Je pense que la vérité, c'est un cadeau. Ça revient à la phrase que j'ai mise sur ma page Facebook, c'est Patozan, c'est Sanzan, je crois, qui disait, en fin de compte, que la vérité, bon, ok, mais si vous méditez pas, elle va vous échapper, quoi. Il y a un moment, vous la voyez plus, quoi. Vous fabriquez des filtres, des verres de couleur, quoi, au fur et à mesure que vous engrangez des émotions et tout ça. Donc il faut méditer. Si vous voulez rester dans la vérité, il faut méditer. Il faut calmer votre esprit, faire du système, par exemple. Ce qui m'a vraiment plu, c'était ce côté, les techniques naissaient dans l'instant et non pas de schémas préarrangés. Ne serait-ce que le bâton, ce que j'avais pu travailler avec toi en ninjutsu aux techniques de bâton, le hanbo, ça m'a paru beaucoup plus clair quand on l'a fait façon systéma. J'avais le principe, et je me dis bah oui c'est que ça en fait, enfin c'est que ça entre guillemets. Ça prend toujours je pense des années pour maîtriser, hein, mais ça c'était plus des techniques saccadées, là il y a tel truc, là il y a tel truc, il y a tel truc, c'était je bouge, je m'adapte, je me connecte à l'autre et je travaille avec ces tensions. C'était beaucoup plus parlant en fait. Tout naissait comme ça dans l'instant. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, plus le côté détente, la respiration et le travail sur la peur. Je te souhaite de venir chez Hatsumi l'année prochaine, tu vas voir. On ira chez les sensei à part, on va dire. Et tu verras que la façon dont tu travailles, et même Soke travaille, quoi. Parce que Soke travaille d'une façon, et puis vous avez une ou deux personnes qui travaillent comme sensei. Et comme Soke, les autres, ils continuent à faire du pro-américain, quoi. Donc là, franchement, quand tu verras vraiment les gens comme ils bossent, tu diras, mais c'est du système. Et c'est ce que disent tout le monde, quoi. Je veux dire, Darren, tu le vois se bouger, tu as l'impression que c'est du système. Et hop, il fait des mouvements d'épaule, il bouge comme ça. J'étais presque sûr de le voir au cours de Ryapko, tu vois. Ouais. Et puis non, il n'est pas venu. Donc, tu as d'ailleurs, comment il s'appelle, Akira Ino, qui s'intéresse aussi à ce que fait Hatsumi. Bien sûr, bien sûr. C'est très systéma aussi, sa façon de bouger dans la détente. Et puis tu as un 15e dan, Daishian, qui est à Osaka, qui est un professeur depuis 10 ans.
qui fait du systéma depuis une dizaine d'années, quoi, je veux dire, auprès de Ryabko. Donc, si c'était pas compatible et si c'était pas, j'allais dire, pratiquement la même chose, quoi. Est-ce qu'on peut dire le feeling actuel c'est du Bujinkan, ou est-ce que le feeling du systéma c'est du Bujinkan, ou le film du Bujinkan c'est du systéma? Je veux dire, pour moi, pourquoi s'emmerder, quoi? Je veux dire, voilà, dans les deux cas, le principe, c'est de faire vous des êtres humains véritables, qui sont au-delà de la peur, et non pas des gens parano qui disent à leurs élèves, faut cogner, faut cogner, faut cogner. Quand on sort d'une séance, on est vraiment apaisé par rapport j'ai mon expérience dans le karaté, donc je sortais, je dormais pas. Surtout que je me rentraînais 2-3 heures à la maison, des fois je m'entraînais à minuit. Jusqu'à 2 heures du matin, je faisais les katas, jusqu'à temps que je m'en souvienne. Et puis on se prenait la tête pour que le petit doigt soit alors qu'en fait on s'en moque complètement. Ouais, et certainement enseigné par des gens qui n'ont jamais foutu les pieds ni à Okinawa ni au Japon. Bon, en karaté japonais, on l'a compris, c'est la mafia qui l'a promu, qui l'a dirigé, qui l'a financé, qui l'a sponsorisé, qui l'a organisé. Voilà, bon, ça on le sait maintenant, on a toutes les preuves. Mais là, c'est un peu grave, quoi. Avec, moi je trouvais qu'il y avait un caractère religieux aussi, dans le sens où tu peux pas comprendre maintenant, mais dans 40 ans tu comprendras quand tu seras 5e, 6e. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi, en fait. Je leur dis, mais quand est-ce que vous pratiquez le zen, là? Vous faites un art martial, vous dites que c'est dangereux. C'est comme si vous mettez un flingue dans les mains d'un gamin, et à quel moment vous apprenez à le contrôler, quoi? Et non. Non, il dit non, on commence après le 4e dan à pratiquer le zen. Le mec de la fédération ici, il m'avait dit ça, hein, fait vraiment. Ouais. Je lui dis, ah bon, mais en 89, hein. Et je lui dis, mais ah bon, mais combien de temps il faut pour avoir le 4e dan? En gros, il faut 20 ans, quoi. Oui, à peu près, quoi. Donc 20 licences, pas année, parce que si t'as pas payé pendant... Voilà, le mec, il a au moins 20 ans de pratique, si c'est pas plus. Et là, on veut lui dire, bon, maintenant, voilà, t'as tiré à la mitrailleuse pendant 30 ans, maintenant on dit où est le grand de sécurité? Faut arrêter, faut arrêter. Heureusement que c'est des balles à blanc, quoi, parce que sinon où est-ce qu'on irait, quoi. Puis... Et le livre de Motobu là, que j'ai reçu de Jean-Charles Juster, voilà, ils expliquent bien que, voilà, que le karaté, bon, parfois il y a des coups, il faut faire attention, donc il y a des recettes là, faire bouillir 2 kilos de viande dans du jus de mandarine, je dis rien, et acheter le bouquin, hein, c'est vraiment fantastique, hein, donc j'aurai une collection d'une 40aine au minimum de bouquins de karaté de toutes les époques, hein. Et là, bon, vous voyez que Motobu, il montrait les techniques pour réparer, quoi. Il disait un coup de poing, une blessure, c'était un accident. Donc c'est pas, si c'est un accident de toucher, à la boxe, c'est pas un accident quand tu touches. Au système, quand tu touches quelqu'un, c'est contrôlé, c'est voulu, c'est pas un accident. Puis c'est hyper important parce que, ne serait-ce que pour une bête frappe coup de poing, il y a tout un monde entre frapper sur un mur, sur un makiwara, et puis frapper sur quelqu'un qui a des angles, une morphologie différente. Et ça, on le travaille naturellement avec les pompes. Regarde les gens qui font du kendo ou d'aïkido avec du boken et qui n'ont jamais fait une coupe au sabre. Et tenir un vrai sabre forgé pour la guerre et faire une coupe, par exemple. Nous, on peut pas. Il faut arriver à se payer à 30 000 € un vrai sabre japonais. Mais à l'époque, comme j'ai vu des démonstrations de kendo devant l'empereur, des années 20, je crois, un truc comme ça, les mecs, ils faisaient de la coupe, et après, ils faisaient le kama de kendo. Ils montraient qu'ils étaient capables de couper. À mon avis, ils avaient coupé déjà. Que ça soit du russe, que ça soit d'autres asiatiques, du coréen, du philippin, les mecs, ils avaient coupé, quoi. Et donc, c'était des petits bonhommes d'un mètre 30, 1m40, hein. Ils faisaient de la coupe, voire de la coupe de 10 tatamis, comme ça. Et après, ils faisaient du kendo. Et les mecs, quand ils faisaient une frappe, ça voulait dire que si j'avais un vrai sabre, je t'aurais coupé la tête. On devrait imposer ça dans les trucs de kendo. Et j'ai rien contre le kendo, pour moi, c'est les moins pourris. Après, Kyokushinkai a pris ça à casser des pains de glace avant de faire les compétitions. Je ne sais pas s'ils le font encore, pour montrer que le mec était puissant. Sauf que le mec en face, c'est pas un pain de glace, quoi. Je veux dire, il va pas se laisser faire. Mais ça fait rien, ça montre une certaine puissance. J'imagine les si on lui demandait de casser des briques avant de faire le clown, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi. Voilà, je pense qu'il faut connaître le faux pour connaître le vrai. C'est ce qu'on dit dans le zen aussi, hein, donc. Voilà, toutes les sciences ésotériques vous disent aussi qu'il faut connaître le faux pour savoir ce que c'est que le vrai, quoi.
Donc tu as connu le systéma, tu as commencé à pratiquer quand en fin de compte? Bah, j'ai fait un stage avec Claire Pêtre en Dordogne. On faisait un stage 3 jours en forêt. En Avec, quelle année? ça devait être en 2015, je crois. D'accord. Ouais. Donc ça fait presque 5 ans. Et plutôt orienté Kadachnikov d'ailleurs. Mhm. Mais j'aimais bien vraiment ce côté fluide. Oui, en forêt, c'est souvent Kadoshnikov. En treillis, en forêt, c'est souvent Kadoshnikov. Ouais. Dans Et des puis, ruines, dans les bâtiments, c'est souvent du Kadoshnikov. Dans les escaliers, c'est souvent du Kadoshnikov. Aussi, ouais, quand ouais. ils descendent l'escalier Ah en ouais. rampant, ouais, c'est Ah sympa aussi. Et puis l'été d'après, j'étais venu refaire un stage chez toi, puis tu avais introduit le systéma dans ta pratique. Mhm. Et j'avais trouvé ça génial, les exercices avec les balles, tout dans l'adaptation. Et je me dis, mais c'est ça que je viens chercher. Et j'ai même pu voir que depuis 2007, je me dis, bah, entre ce que tu montrais en 2007 qui en envoyait déjà, parce que quand tu prenais une patate, c'était pas pour rigoler, hein, tu la sentais passer. Et là, j'ai vu qu'elles ont fait des progrès, mes patates, là. Là, quand le gars, il a mis les 2 genoux à terre, là, j'ai dit, peut-être que j'ai forcé, là. J'étais étonné quand il a fait, oh putain, mais voilà, quoi, il était content, Ouais. il était souriant, les yeux qui brillent. Puis c'est surtout que tu vois que ce que tu apprends, tu peux le mettre en pratique tout de suite. Il y a des trucs qui vont fonctionner dans l'instant si tu fais la bonne chose, si tu enlèves ce qui bloque. Mais même dans la vie. T'as pas besoin d'attendre 10 ans, oui, tu comprends. Tu te lèves, tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'allumer la lumière, tu travailles ton toit, tu descends les escaliers, t'as pas peur de tomber parce que de toute façon tu sais rouler. Tu peux t'entraîner dans les escaliers, tu descends les escaliers en fermant les yeux, tu les montes en fermant les yeux, ou dans le noir comme j'ai fait pendant 30 ans. Il n'y a pas de problème, je veux dire, le système, tu t'entraînes tous les jours quand tu marches, tu fais la respiration afghane, quand tu vas au sol, tu as besoin de rien, aucun matériel. Moi j'ai pris beaucoup de matériel parce que je suis préparateur physique et le coup des balles par exemple, je l'avais pris sur un travail avec ballon et j'ai dit tiens je vais le faire avec les balles, etc. Je l'ai adapté mais on est sans arrêt dans la vicariance adaptative. Voilà, donc, tu développes comme une on a créativité qui est vraiment intéressante. C'est le contraire des gens qui te disent le kata, il faut que tu aies le pied qui soit voilà. comme ça. Et pourquoi il faut que j'ai le pied qui soit comme exactement. ça? Si moi ma hanche elle veut pas se mettre comme ça, voilà quoi. Je veux dire, il y a des trucs qui sont faits par des gamins, par des maîtres qui faisaient 1m60, 85 kg. Pourquoi un mec d'un mètre 90, 72 kg devrait faire pareil quoi? Je veux dire, d'un côté t'as un bulldog, de l'autre côté t'as une sauterelle quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Quoi. Et on met ça sous le dos, sous le terme de tradition pour cacher. Ça me fait marrer les mecs qui disent la tradition, ils sont français quoi. Et stop, t'as jamais foutu les pieds au Japon. Même si t'étais marié avec une japonaise, t'aurais 10 enfants japonais, t'aurais une maison, une voiture au Japon, tu serais jamais japonais. Voilà, c'est tout. Non, il faut voir les choses, qu'on arrête de me parler de tradition. Hatsumi Sensei disait, oui, les gens qui parlent de tradition, c'est les traditions qu'on s'entend, c'est-à-dire après la venue des Français au Japon, c'est-à-dire après qu'on ait remis, entre guillemets, l'empereur sur le trône, qu'on ait supprimé le shogun, qu'on ait supprimé les daimyo, qu'on en a fait des préfets à la française. Hein. Vous allez à Iga Ueno, dans le château, le grand château d'Iga, vous avez un uniforme du préfet français avec l'épée et tout. C'est l'uniforme d'une daimyo, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Et on a fait un Japon à la française. Et après, ils nous ont filé des trucs à la française, à la boxe française, à la lutte française. Voilà, ouais. Et nous, on a dit, c'est les arts martiaux japonais. La tradition, mon vieux, la tradition. Mais quelle tradition, putain, vous n'êtes pas japonais. Quelle tradition, quoi. Je pense que à la cour japonaise, les gens ne parlaient pas français il y a 100 ans. À la cour de Russie, les gens parlaient français. En Angleterre, ils parlaient français. À la cour d'Espagne, ils parlaient français. Quoi. Il y a une tradition européenne, merde. Donc, et on le voit bien, il y a un moment où les gens ils pètent les plombs et puis ils vont faire des arts martiaux européens parce qu'ils savent qu'il y a autre chose. Quoi. Il y a des choses plus près de leur culture. Et voilà, bon, il faut qu'ils apprennent l'ancien allemand gothique pour travailler sur le Teilhofer, pour déchiffrer des codex, mais pourquoi pas? Il y a des mecs, c'est des universitaires, c'est leur boulot, ils vont faire ça. Puis ça se fait très bien, quoi. Les arts martiaux européens, c'est très bien. Les arts martiaux historiques, c'est très bien, quoi. Et on découvre tout d'un coup qu'il y a des arts martiaux historiques. Comment c'est possible quoi. La lutte bretonne a toujours existé, les jeux de force basque, voilà, ça a toujours existé. S'il y a une lutte bretonne, il y a une lutte charentaise, il y a une lutte dans tous les villages, il y avait de la lutte. Les mecs, il n'y a pas que les Bretons qui savaient lutter, sauf qu'elle a persisté. Quoi.
Ah, puis ça demande aussi de ne pas vouloir vivre dans l'exotisme. Ah bah je vais plus porter de kimono, entre guillemets kimono. Je vais perdre mon grade si je me mets dans tel... non, enfin, si je Il me y a mets eu dans un ce système-là. snobisme comme ça, il y a beaucoup de snobisme de porter le hakama, le kimono, les sandales. Moi je me souviens à l'émission qu'avait fait Delarue, où il y avait des types qui étaient arrivés en survêt, tu vois, Ouais. et puis les gros papis qui avaient un bide pas possible, ils arrivaient à peine Ouais, je l'avais vu. à ceinturer, à bloquer leur ceinture rouge et blanche, là, qui étaient venus carrément en tongs, tu vois, en claquettes japonaises, quoi, tu vois, en paille. Qu'est-ce que tu fous en paille, mec? Prends tes charentaises, mais t'es pas dans une maison japonaise, quoi. T'es pas sur du tatami, quoi. Qu'est-ce que tu fous avec tes chaussures en paille? Mais c'est surtout que j'ai eu cette réflexion-là, bah, tiens, l'an dernier, je t'avais raconté, hein, j'avais vu un japonais qui faisait du chant tyrolien, déguisé. Oui, je m'en souviens. Et puis je me dis, mais c'est ridicule, il parle super bien allemand, il chante bien, il chante juste, mais il y a un truc qui va pas. On le regarde et c'est pas crédible. Et je me suis dit, mais c'est exactement la même chose quand nous, on veut se déguiser en plus japonais que les japonais. Tu sais, il y avait une émission que j'avais vue au Japon, c'était sur une chaîne culinaire, entre midi et deux, où on voyait, enfin une émission culinaire, où on voyait une femme qui avait épousé un Antillais. Donc le mec, il était au Japon, il se faisait chier du matin au soir, ils sont merdés, bah, comme les Antillais en dehors des Antilles. Hein. Mais par contre, la femme faisait des cuisines antillaises. Elle était partie là-bas, elle avait bien appris les akras, je sais pas comment on appelle ça, et elle avait ouvert un truc antillais. Et pour que ça soit crédible, il y avait le mec qui était là. Ouais. Qui parlait pas japonais, qui s'emmerdait, mais il était là. Tu vois, et pareil pour une femme qui avait épousé un Français, d'autres qui avaient épousé un Brésilien. Il y a beaucoup de Brésiliens à Igawa d'ailleurs. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Des trucs comme ça, c'est-à-dire que ils sont à fond. Ils veulent faire, ils s'habillent comme les Brésiliens, ils apprennent le brésilien, tout ça pour pouvoir vendre des plats brésiliens, quoi, ou danser le tango. Quand tu veux apprendre l'espagnol pour danser le tango. Pourquoi apprendre l'espagnol? Pour être dans le feeling. Pour être dans le feeling. La salsa c'est la sauce, c'est un mélange de plein de choses, quoi, toi. La soca dance aussi. Il faut apprendre la culture. Moi, quand j'ai commencé la capoeira, mais voilà, j'ai fait des cours de portugais, j'étais à la bibliothèque du Sainte, j'ai pris plein de bouquins sur le Brésil, j'ai fait 2 magazines qui parlaient de l'histoire du Brésil, etc. Voilà, il y a une partie qui était française là-bas. Voilà, le Brésil aurait dû être français, comme la Louisiane, il me semble. Oui, la Louisiane s'appelle Louis par Louis-Napoléon, il me semble. Hein, donc, c'était revendu pour rien, hein. Pour un franc, un truc comme ça. Ouais, c'était pas grand-chose. On se demande ce qu'on... Pour un louis, c'était vendu pour un louis, un louis d'or, à Louisiane. Tu te demandes ce que tu viens chercher, quoi. Est-ce que tu viens chercher de l'exotisme ou est-ce que tu viens chercher quelque chose qui va te permettre de mieux L'exotisme vivre? ne nous sauvera pas parce que personne ne nous attaquera comme un Okinawanais. Il y a 300, 400 ans. Il y a 400 ans, avec un tsuki en pagne sur la plage, quoi. Donc ça n'arrivera pas. Donc ça sert à rien de parer ça n'arrivera pas si vous faites ça pour la défense. Les vrais maîtres, quand vous apprenez, vous venez pour apprendre, ils vous disent si c'est pour faire de la bagarre, je vous apprends pas, quoi. Puis, avant, vraiment, quand j'ai commencé les sports de combat, parce que arts martiaux et karaté, on va dire que ça va pas trop ensemble, en tout cas tel qu'il est enseigné ici, hein. C'était vraiment dans l'objectif se défendre, donc ça part d'une peur. Et de moins en moins, j'ai besoin de... Je m'en moque de plus en plus de ce côté-là. Et je voyais tout à l'heure, je parlais avec des stagiaires, d'autres stagiaires, je leur disais, mais c'est génial quand on trouve le point de non-retour, quand on est en train de travailler sur la tension, où tu sens que la personne, si tu pousses d'1 millimètre, elle tombe. Rien que de trouver ça, de le sentir, ce travail interne, c'est génial, quoi. Le dernier truc que je t'ai fait là, Ouais. justement là, tu pousses, tu pousses, à peine, tu casses la force, toi, plus en moins 1, et tu te retrouves à 0. Voilà. Et là, tu fais hop, et là, Ouais, tu ouais. tombes. C'est ça Comment qui est c'est génial, possible? Comment c'est possible? Voilà, si tu veux travailler comme un bourrin, tu peux pas. Et Vaincre ou mourir, c'est un des premiers bouquins d'Henri Play, il me semble, hein, sur le karaté. Vaincre ou mourir, voilà. Fini, la guerre d'Algérie est terminée. Voilà, on a perdu l'Indochine aussi. Faut sortir un petit peu de ça, quoi. Faut vraiment sortir de ça. C'est l'apprentissage de cette biomécanique, mais par le feeling, par l'intuition, le ressenti. Et tu apprends aussi bien quand tu es celui qui subit, entre guillemets, que celui qui fait. Et ça,
Après, voilà, remplaçable. quoi, je veux dire qu'à 5 ans, 10 ans, 14 ans, on veuille se la péter, ça va. Hein, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est grave, quoi. C'est grave, parce qu'on n'a pas les os aussi solides. et surtout, faut mûrir, un jour, il faut devenir adulte, quoi. Voilà, quoi, faut arrêter, quoi. On n'est plus des gamins, quoi. Je veux dire, si vous faites à 50 ans ce que vous faisiez à 10 ans, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un problème, il y a un truc que vous n'avez pas mûri. C'est que vous êtes resté le gamin qui voulait faire ça, quoi. Alors, au début, je prenais l'exemple du petit gamin qui rêvait d'être pompier, qui jouait pimpon avec son camion. Puis à 19 ans, il s'engage, il est pompier. Ok, il a fait son rêve d'enfant. Il conduit un vrai camion de pompier, mais bon, il sert à quelque chose. Oui. Le type qui voit les films de Bruce Lee et qui fait le cacou, qu'est-ce qu'il fait à 25 ans? Il met des films sur YouTube. Et c'est quoi la suite? Vous voulez être acteur, vous voulez faire comme Van Damme, arriver à Hollywood en disant voilà, regarde ce que je sais faire, bim bim bim, ça a marché, mais c'est terminé. Hein. Lui l'a fait. Faut être le pionnier, quoi. Faut être le premier à le faire pour intéresser. Voilà, puis... Van Damme c'était un peu de Schwarzenegger, c'était un peu de Bruce Lee, il a mélangé les deux. Voilà, on fait Van Damme. Mais c'est très bien ce qu'il a fait. Mais c'était l'époque, et puis lui il a pu le faire. Puis il n'y avait pas 36 000 autres personnes qui le faisaient sur Internet en même temps que lui. Je crois que c'est Ménène Golan qu'il avait été voir à la sortie d'un café, qui lui avait fait les coups de pied en disant regarde ce que je peux faire. Ouais, quand t'as séduit Golan et Globus, t'es milliardaire. Et il a eu raison. Moi, je dis bravo Jean-Claude. Voilà, bravo, super. Franchement, t'es le roi, t'as fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Voilà. Comme on dit, l'univers vous met toujours au moment juste, les choses justes pour vous faire évoluer. Toujours. Comme on dit, Dieu ne vous inflige rien qui ne puisse vous faire évoluer. Rien que vous ne puissiez pas supporter, d'accord? Donc, voilà, ce qu'il a fait, il a fait. Mais maintenant, on regarde sur YouTube, tu as 200, 300 gamins qui font du nunchaku, qui font des coups de pied. Mais pourquoi, en fait? Je sais pas, l'ego, je sais pas. Ils veulent peut-être enseigner à 19 ans. C'est comme les mecs qui ont 25 ans, qui sont sécos parce qu'ils ont commencé à prendre du clenbuterol à 20 ans. Et puis tu dis, je vais vous faire je vais vous montrer les exercices pour les abdos, en montrant qu'ils sont secs. Secs, quand ils bourrés d'hormones, et de testo, évidemment, t'as pas un pet de gras, quoi. Je veux dire. Ou bien, j'ai fait le jeûne intermittent pendant 5 jours. Je vous explique, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus de batterie. Bye bye à tout le monde. Au revoir. Et puis, j'espère que c'est pas trop long. Mais oui, un résumé à demi-siècle de recherche, c'est déjà sympatoche. 50 ans, 50 minutes à peu près, c'est ça? Voilà, j'espère. Allez, à bientôt. Je coupe pour pas que ça me bloque la tarte.